Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce vendredi 16 juin 2023, dont voici le sommaire. Le président Évariste Ndayishimiye n'a fait aucune réforme dans le secteur de la justice durant les 3 ans au pouvoir. Des réformes permettant d'apporter des changements longtemps souhaités par la population. La PARSEM trouve que la justice burundaise n'a même pas de moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa mission. Vous allez écouter dans cette édition le président de la PARSEM. Les détenus se trouvant dans plusieurs prisons au Burundi sont menacés par la faim. Pour la carte Burundi, ce manque de ration alimentaire qui est récurrente depuis 2 ans dans les maisons carcérales du pays démontre bel et bien que les dirigeants du Burundi manquent de volonté pour résoudre définitivement ce problème. Dans cette édition, nous parlons aussi de la vente frauduleuse du carburant en province de Kirundo, un commerce illicite auquel profitent certaines autorités provinciales. Voilà pour le sommet. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 corps sans vie ont été retrouvés ce jeudi en commune Buhiga de la province Karuzi. Le premier a été tué à coups de bâton par la population et le second a été suspendu sur un arbre. Il se serait suicidé selon les habitants de la localité. Le point avec Eric Nyonzima. Le soir tué à coups de bâton ce jeudi en commune de Buhiga était de la colline Gisenyi. Notre source indique qu'il était récemment libéré de la prison centrale de Mimba. Il avait été accusé d'assassinat. Les voisins n'auraient pas apprécié son comportement. Il a été tué. Tu te rappelles de l'assassinat de 6 personnes l'année dernière. 7 personnes avaient été arrêtées soupçonnées d'être parmi les assassins. Puis, il a été libéré. Mais, après sa libération de la prison centrale de Mimba, ses actes n'auraient pas plu les voisins. Il a été emporté par la colère populaire. Hier, ils l'ont attrapé et l'ont tué à coups de bâton. C'était vers 17h40. Notre source en commune Buhiga indique également que l'autre personne retrouvée morte était suspendue sur un arbre. Il était connu sous le prénom de François. Il habitait la colline Winyuza dans un endroit communément appelé Ancien Marché. Sa famille trouve suspect les circonstances de sa mort. Il n'avait aucun litige avec sa famille. Personne, même les voisins, indiquent qu'ils ne connaissaient pas la cause de ce suicide. Ce matin, lorsque je suis arrivé, on l'avait déjà descendu de l'arbre où il était suspendu. La rédaction de la RP a contacté Telance Bachivaseme, l'administrateur de la commune Buhiga. Il a confirmé qu'un citoyen de cette commune a été tué à coups de bâton et que les enquêtes sont encore pour chercher ceux qui l'ont tué. Merci Eric Nyonzima. Parlons justice à présent. Le docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de l'hôpital Kira, vient de passer 14 mois en détention sans que le ministère public ait pu apporter aucune preuve de sa culpabilité. Ce qui a poussé la documentation, la direction et la présidence du conseil d'administration actuel et illégal à frauder certains documents pouvant étayer leur dire. Des magouilles est pourtant restées vaines. Le point avec Josiane Mouzanez. Faux et usage de faux, atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, infraction en rapport avec la constitution des sociétés, infraction en rapport avec le fonctionnement des sociétés, ainsi que l'abus de biens sociaux, telles sont les infractions pour lesquelles est poursuivi le docteur Christophe Sahabo, des infractions qui n'ont en réalité aucun fondement. Nous allons nous baser pour étayer cela sur la correspondance que l'ancienne avocate de Christophe Sahabo a envoyée le 1er juin 2022 au procureur près le tribunal de grande instance de Mouha pour décharger
son client pour la première accusation concernant le faux et usage de faux, puni par l'article 360 du Code pénal, Maître Sandre Ndaïzeye a tenu à préciser que premièrement l'État du Burundi n'a pas les prérogatives de rejeter un document privé, dans ce cas d'espèce une procuration, qui n'est rejetée ni par le signataire, ni par celui qui le reçoit. Quant au fait que son client a transmis des coordonnées de la société Sogémad, qui a fourni les équipements à Kila, ainsi que le brouillon de la facture proforma irrelative, Maître Sandre Ndaïzeye a fait savoir qu'on ne peut en aucun cas dire qu'il y a eu faux et usage de faux sur un document sans cachet ni signature. Pour la deuxième infraction concernant l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, punie par les articles 433 et 434 du Code pénal, l'avocate a tenu à préciser que toutes les décisions sont prises en collégialité et pour ce qui est d'un compte en devise ouvert à l'étranger par la direction de l'hôpital Kila, Maître Sandre Ndaïzeye a fait savoir que l'hôpital a voulu se conformer aux exigences des bailleurs qui voulaient faire un suivi scrupuleux de l'utilisation du financement avant d'envoyer d'autres tranches. L'autre point que cette avocate a tenu à préciser est le fait que ce compte en devise a pu même aider un chef de service dans le besoin, lequel a versé l'équivalent sur un compte en BIF de Kila à Bujumbura, ce qui constitue un des avantages de service. Pour la troisième infraction en rapport avec la constitution des sociétés réprimées par les articles 474 et 475 du Code pénal, Maître Sandre Ndaïzeye a rappelé que tous les rapports et procès-verbaux ont pourtant été signés par tous les actionnaires, y compris ceux représentant le gouvernement qui les conteste aujourd'hui, et que donc cela n'avait pas raison d'être. La quatrième accusation concerne les infractions en rapport avec le fonctionnement des sociétés punies par l'article 476, alinéa 1 du Code pénal. Ici, l'avocate du docteur Christophe Sahabo s'est d'abord dit étonnée de voir que le ministère public affirme qu'aucun bilan n'a jamais été fait pour chaque exercice de l'année correspondante. Pour toute preuve, Maître Sandre Ndaïzeye lui a envoyé en annexe de sa lettre tous les rapports du commissaire aux apports, les procès-verbaux des réunions en assemblée générale et en conseil d'administration, le rapport d'audit et valorisation, tout en lui rappelant la responsabilité de la DAF qui établit les bilans et autres pièces comptables pour chaque année. Quant à la dernière infraction concernant l'abus des biens sociaux punissables par l'article 481 du Code pénal, l'avocate du docteur Christophe Sahabo a encore une fois rappelé que toute décision est prise en collégialité et qu'il n'y a jamais eu de jérémiade de qui que ce soit, ni plainte judiciaire, et de rappeler que dans ce cas, l'infraction d'abus des biens sociaux ne peut aucunement être imputée à une seule personne, d'autant plus qu'aucune enquête indépendante préalable n'a été établie avec respect des droits de la défense, sans parler du fait qu'aucun actionnaire ou employé n'a jamais fait l'objet d'une enquête sur quoi que ce soit, ce qui prouve que son client n'est victime d'une injustice. Pour votre information, la veille de la transmission de cette missive au procureur près au tribunal de grande instance de Moura, le docteur Sylvain Piandé-Imana, qui assure l'intérim en tant que directeur de l'hôpital Kila, avait certifié à Maître Sandre Ndaïzeye que la direction de Kila n'a jamais été notifiée du déroulement de l'instruction judiciaire ni des infractions à charge du docteur Christophe Sahabo et qu'elle ne pouvait par conséquent ni porter plainte ni se constituer partie civile dans ce dossier. Pourtant, près d'un an après, le président autoproclamé du conseil d'administration de l'hôpital, Charles Ndagijimana, a, en date du 27 mars 2023 et contre toute attente, fait savoir qu'il réclamait des dommages et réparations, ce qui a surpris plus d'un, surtout qu'il n'y a pas si longtemps, il disait n'avoir jamais porté plainte contre le docteur Christophe Sahabo. Dans l'entretemps, l'ancien responsable de la documentation intérieure, Alfredino Samuselemu, s'était déjà procuré une lettre de démission avec consentement du docteur Sahabo, authentifiée par un notaire sous menace et en l'absence du concerné. Dossier à suivre. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Par le gouvernance à présent, le 18 juillet cette année, le président Évariste Ndayishimiye fêtera 3 ans de son accession au pouvoir. À cette occasion, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM a animé une conférence de presse pour évaluer son pouvoir. Sur le plan de justice, Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, trouve qu'il n'y a pas eu de réforme pour permettre au secteur d'apporter des changements. Faustin Ndikumana déclare même que la justice n'a pas de moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa mission. Écoutez plutôt Faustin Ndikumana. La justice maintenant, pourquoi des réformes profondes n'ont pas encore abouti, qui aboutissent à la reconnaissance du pouvoir judiciaire comme le troisième pouvoir, à partir de symbole, le statut de la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature. La Cour suprême doit jouer son rôle, même au niveau protocolaire. Il faut qu'il y ait des changements au niveau des moyens qui doivent être utilisés dans la justice. La gestion de la carrière des magistrats, la gestion des ressources humaines dans la justice est quelque chose de très important.
On avait même voulu institutionnaliser le système de juge unique. Je ne suis pas sûr qu'on a déjà fait le juge unique, c'est-à-dire qui est responsable de la décision judiciaire à notre de délibérer. Car un procès mis en délibéré. Le système d'inspection judiciaire doit être renforcé pour justement sanctionner les magistrats qui se méconduisent. Mais aussi au niveau des moyens. Donc la justice est des moyens. C'est incompréhensible de voir par exemple qu'on peut voir des jeeps, des jeeps, des V8 qui circulent pour des hauts cadres de l'État. Mais si on va dans le tribunal de résistance, il n'y a même pas de moto, de véhicule pour permettre au juge d'arrêt, par exemple, de faire l'exécution d'un procès. Il faut un changement vraiment de culture. S'agissant de la lutte contre les détournements, Faustin Ndikumana regrette qu'il n'y ait pas de transparence dans ce combat. Je vous propose d'écouter encore une fois Faustin Ndikumana, président de la Parcelle. Pour le détournement, vous savez, dans le cas du Premier ministre, même moi j'attends encore un procès équitable où le parquet constitue un dossier, on voit à la barre le procès, il y a un avocat de défense et on assiste. Les indices de culpabilité sont bien démontrés par le parquet général et la défense, ça se fait à la barre. Il ne faut pas que même les dossiers de corruption soient à la justice, soient gérés de façon opaque. Là où ça devient, il y a un lien sous roche. Le changement des billets. Le changement des billets, je l'ai dit, il faut qu'il y ait une réglementation. La thésaurisation est très mauvaise pour l'économie. Mais il faut sensibiliser les gens. Il faut légiférer dans ce secteur. Parce que celui qui a gardé 50 millions, 30 millions, la loi, mais il n'y a pas une loi qui le sanctionne. Même celui qui ne détient pas un compte en banque, il n'y a pas une règlement qui dit, quand vous n'avez pas de compte en banque, vous êtes fautif. Vous allez être arrêté, transféré au parquet et se justifier. Donc les gens sont dans l'informel. Ils jugent peut-être le taux de pénétration bancaire, le taux d'exécution financière. Il faut l'évaluer. Et sinon, l'enrichissement illicite et le blanchiment sont punis par la loi. La thésaurisation n'est pas punie par la loi, mais c'est l'enrichissement illicite. Vous êtes puni par la loi quand vous ne parvenez pas à justifier les fonds de thésaurisation. C'était Faustin Ndikumana, président de la Parcelle. Mais après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Les détenus se trouvant dans plusieurs prisons au Burundi sont menacés par la faim ces jours-ci. Depuis 2 semaines, dans certaines de ces prisons, le stock de haricots est vide et il ne reste que de la farine de maïs. Et dans d'autres prisons, il arrive que le stock soit terminé et qu'il n'y ait rien à mettre sous la dent. Ce problème de manque de ration alimentaire qui est récurrente depuis 2 ans dans les maisons carcérales du pays démontre bel et bien que les dirigeants du Burundi manquent de volonté pour le résoudre définitivement. Constat fait par le chargé du département juridique au sein de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, Akati Burundi. Maître Jean-Claude Ntiburumunsi ajoute que ce manque de volonté des autorités s'observe aussi dans le fait qu'ils ne soucient pas de la vie des détenus sur base de la maladie qui prend de l'ampleur dans la prison centrale de Mpimba. Suivez Maître Jean-Claude Ntiburumunsi. Il est chargé du département juridique au sein de la Carte Burundi. Le problème récurrent de l'effectif de stock dans les prisons nous tient à cœur et nous pousse même à tirer une conclusion comme quoi les autorités pénitentiaires et les ministres qui normalement devraient gérer cette question la traitent sans y mettre le moindre effort. Tout simplement, ne s'en soucient pas. C'est dommage. Ici, nous interpellons le ministre de la Justice et le ministre des Finances. Ce qui nous pousse à faire ce jugement est le fait que le problème n'a jamais été une préoccupation du gouvernement depuis 2 ans que cela commence à se manifester de manière régulière. Et voilà, maintenant à cela s'ajoute la passivité du gouvernement face à la maladie contagieuse dans la prison de Mpimba, qui est également gérée avec le moindre effort, alors qu'il y a des vies humaines qui périssent. Il y a aussi l'absence de l'eau qui est également un souci dans la prison de Bujumbura, mais qui n'a pas de réponse vraiment efficace. Tout cela nous pousse à remettre en cause la bonne foi de l'État du Burundi. Il est grand temps alors que le chef de l'État prenne cette question en main. C'est lui qui est redevable devant le peuple burundais qui l'a élu. Toujours en page des droits de l'homme, mais le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'enfant africain.
Au Burundi, le gouvernement se joue au monde entier pour célébrer cette journée, mais les cérémonies en rapport avec cette journée auront lieu le 27 juin en zone de Buterere de la mairie de Bujumbura. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONRCT, déclare lui que cette journée arrive au moment où au Burundi, il s'observe la montée inquiétante des cas de mariage précoce ou forcé. Une situation qui, selon le NRCT, est consécutive à la pauvreté qui sévit dans les familles. Je vous propose d'écouter Prime Mbarubukeye, représentant de l'ONRCT, où est ton frère. Communiqué de presse de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale au NST ton frère du 16 juin 2023 à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Bien qu'il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de mariages précoces et ou non forcés au Burundi, ces derniers restent une réalité au Burundi. Il suffit que tu sois un médecin ou un psychiatre pour remarquer le nombre de cas de ces femmes et enfants qui viennent souvent à l'hôpital pour des remèdes contre des maladies psychiques ou physiques, psychiatriques, etc. Le mariage d'enfants est un mariage dans lequel au moins un des conjoints a moins de 18 ans. Forcés ou non, les mariages précoces sont souvent une double peine pour les jeunes filles. Leurs droits à une enfance heureuse et à une éducation sont bafoués et leur santé mise en péril du fait des grossesses précoces que le mariage implique. Une fois mariés, les perspectives d'avenir pour ces enfants sont minces et les empêchent de sortir de la pauvreté en particulier et de contribuer au développement du pays. Les mariages précoces sont aussi des répercussions sur le développement économique et social de tout un pays. Les jeunes filles qui se marient précocement n'ont pas d'activité professionnelle. La plupart ont abandonné l'école et l'abandon scolaire constitue un des facteurs favorisant les mariages précoces au Burundi. Le pays est donc dépourvu d'une main-d'œuvre et qui dit mariage précoce dit souvent des grossesses précoces qui peuvent avoir de graves répercussions sur la santé des jeunes filles en pleine puberté et dont le bassin n'est parfois pas totalement formé. Les risques pour la santé sont alors aussi importants pour la mère que pour le nourrisson et les accouchements peuvent s'avérer compliqués. Dépourvus de toute éducation sexuelle, les jeunes filles peuvent être victimes de violences de la part de leur mari, souvent plus âgés. Les jeunes filles mariées précocement sont plus en proie au risque de violences conjugales, sexuelles et à la traite des personnes. Prime Mbarubukeye demande au gouvernement de sensibiliser les parents pour qu'ils entretiennent un dialogue parents-enfants, surtout sur le mariage, et de réviser le code de personnes et de la famille. Encore une fois, Prime Mbarubukeye. Tout ce qui précède donc l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale au NST et ton frère voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Premièrement, de sensibiliser les communautés à travers l'instauration des clubs des parents dans les communautés, des journées de sensibilisation communautaire ainsi que des accompagnements personnalisés. Les bénéficiaires, enfants et adultes, peuvent obtenir des informations sur la santé reproductive, les besoins spécifiques des enfants et des cours en droit du mariage et de la famille. Deuxièmement, de sensibiliser suffisamment les parents pour qu'ils soient vraiment responsables de l'éducation de leurs enfants en promouvant le dialogue parents-enfants au sein de la famille afin que des questions de tabou soient débattues à ciel ouvert entre les parents et les enfants. Troisièmement, de sensibiliser les autorités locales afin de les informer sur les dangers des mariages précoces et les droits des filles pour que les auteurs aussi de ces mariages précoces soient traduits devant la justice et punis conformément à la loi. De réviser le code des personnes de la famille burundais de 1993 pour qu'en vertu de sa vétusté, il soit actualisé et mis au diapason des réalités sociales et comportementales et culturelles actuelles au Burundi. Le thème de cette année pour la journée dédiée à l'enfant africain est le droit de l'enfant dans l'usage de la technologie. La journée internationale de l'enfant africain arrive donc au moment où l'enfant burundais traverse des situations incertaines. Point de vue d'un parent qui s'est entretenu avec la RPA. Il soulève le fait qu'un enfant burundais rencontre beaucoup de problèmes, que ce soit dans la famille ou à l'école.
Cette journée internationale dédiée à l'enfant africain rencontre l'enfant burundais dans pas mal de problèmes qui se résument en général au dos à la scolarité car l'enfant burundais étudie dans un environnement pénible à cause des nombres pléthoriques dans les salles. On peut compter dans une seule salle de classe plus de 100 élèves, le plus souvent dans les écoles publiques, et manque de place pour s'asseoir. Un banc pupitre est partagé par 4 ou 5 élèves. Cette situation est aggravée par le manque de livres et autres matériaux didactiques à cause de l'impuissance de l'État qui n'est plus capable de trouver la quantité de livres nécessaires. À cause de la pauvreté dans les familles, les parents manquent le plus souvent d'argent pour acheter des cahiers aux enfants. Et pire encore, certains élèves se présentent à l'école sans rien manger. Cette situation diminue donc la capacité des élèves à pouvoir assimiler ce qu'ils ont appris et donc les résultats sont médiocres. C'est d'ailleurs pourquoi vous constatez que ces derniers jours, les élèves qui avancent à moins de 50% de points. Comme conséquence donc, les enfants qui traversent cette situation ont tendance à abandonner les écoles pour aller se marier prématurément pour les filles et les garçons deviennent des enfants de l'art. Tout le phénomène s'accentue au lieu d'être maîtrisé. Le gouvernement a donc beaucoup à faire, surtout le fait de mettre en place une politique solide de protection des enfants en situation difficile. Ces problèmes sont donc à la base des abandons scolaires intenses et l'intensification du phénomène enfant de la rue qui s'observe toujours au Burundi. Cela parce que les familles vivent dans la pauvreté et le manque d'une politique de protection des enfants en difficulté. Les droits des enfants burundais réfugiés au camp d'Onduta en Tanzanie sont aussi loin de la réalité dans ce pays. Les parents indiquent qu'à part que leurs enfants meurent de faim, ils subissent des viols et d'autres sont contraints de faire des travaux qui dépassent leurs âges. Et l'un de ces parents fait également savoir que l'éducation de leurs enfants est incertaine car ils sont perturbés dans leurs études par ceux qui leur indiquent qu'ils n'ont pas de place dans ce pays et qu'ils doivent rentrer pour étudier chez eux. Suivez ce parent du camp d'Onduta. Les droits de l'enfant réfugié ici en Tanzanie ne sont pas respectés. Ils rencontrent de nombreux problèmes depuis leur bas âge. Tout d'abord, les enfants de moins de 5 ans ne reçoivent plus de la bouillie pour aliments supplémentaires. Les enfants ne vont pas à l'école convenablement car ils sont perturbés. On leur dit souvent d'aller étudier dans leur pays natal, qui n'ont pas de place dans ce pays, la Tanzanie, ce qui fait qu'ils ne suivent pas les cours, le cœur dans le ventre. Les enfants, surtout les filles, sont souvent violées lorsqu'elles vont à la recherche du bois en dehors du camp. Compte tenu de la pauvreté dans laquelle nous vivons, les enfants vont chercher du travail en dehors du camp. Il y a également le trafic des enfants qui se fait à l'endroit des enfants réfugiés pour aller faire des travaux ménagers et champêtres. On leur donne des travaux durs alors qu'ils sont en bas âge. Les jeunes filles rentrent souvent avec des grossesses non désirées et leur santé devient de plus en plus fragile. Parmi ces enfants victimes du trafic, il y a ceux qui disparaissent et ne reviennent plus et d'autres qui reviennent bredouilles car ils sont tabassés et ne sont pas payés par leur patron. Franchement, les droits des enfants réfugiés dans ce camp sont loin de la réalité. Dernière nouvelle de cette édition, la vente du carburant s'observe de temps en temps sur le marché noir en province de Kirundo, puisqu'il est vendu sur les stations-service. L'argent récolté de ce commerce illégal entre dans les poches de certaines autorités de cette province, lesquelles sont accusées par la population de confisquer plusieurs litres de ce produit chaque fois qu'il est disponible. Le détail avec Elodie Diveremish. Le gouverneur s'est servi 800 litres. Le responsable du service de renseignement a pris 600 litres. Le chef de poste de la police à Kirundo a pris 400 litres, tandis que le conseil du gouverneur a pris 200 litres. Cela s'est produit il y a une semaine en province de Kirundo, où plus de 2000 litres de carburant ont été confisqués par ces autorités citées. Certains habitants de la province de Kirundo révèlent que cette confiscation du carburant disponible n'était pas la première.
Ces quantités de carburant sont soit vendues frauduleusement sur le marché noir ou dans d'autres provinces frontalières. Le carburant est disponible peu de fois sur les stations-service que sur le marché noir et là aussi à des prix exorbitants selon ce citoyen. Ici à Kirundo, nous venons de passer une longue période à trouver le carburant sur le marché noir. Le litre et demi mesuré dans la bouteille de Kinju se vend frauduleusement entre 12 et 15 000 francs burundais. Le bidon de 20 litres s'achète actuellement à 150 000 pour l'essence, tandis que pour le mazout, c'est entre 120 et 130 000 francs burundais. Ces habitants ajoutent aussi que, vu l'ampleur de la situation, l'action des autorités du pays est plus que nécessaire. Comme nous trouvons que les autorités qui, en principe, devraient bannir la vente frauduleuse des carburants sont aussi impliquées, nous demandons au président de la République et au ministère de tutelle d'agir pour que le carburant soit disponible et distribué à tous. La RPA a téléphoné à Albert Hatunimana, gouverneur de Kirundo, pour recueillir sa réaction sur les révélations de certains habitants. Même si ces habitants avaient même précisé les lieux de vente du carburant confisqués par des autorités provinciales, le gouverneur Hatunimana a nié l'existence d'un commerce frauduleux du carburant fait par des autorités. Il a ajouté qu'il connaît seulement l'existence d'une pénurie de ce produit depuis 2 semaines, mais qu'une solution va bientôt être trouvée. Merci à toi, Elodie Divere Mecha. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Au revoir.